Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre 9, Baleine tueuse, d'Angèle l'Indien blanc, de François Place. Et n'hésitez pas à vous abonner. À bord du Neptune, le commandant Louis-Antoine de Carteris supportait mal Corvadoro. L'Académie royale lui avait imposé ce Vénitien, auteur de plusieurs traités d'astronomie et de physique. On le disait animé d'une curiosité insatiable et doué d'une capacité de travail hors du commun. Il pouvait converser dans toutes les langues parlées d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Sigonier de Chauvry le respectait pour l'étendue de ses connaissances, mais doutait de ses titres de noblesse, d'ailleurs contestés par les plus grandes familles de Vénétie. Ce Corvadoro se croyait autorisé à mettre son grain de sel à tout bout de champ. Il s'était même permis de prodiguer des conseils en navigation au timonier, et il avait fallu lui signifier clairement de ne plus s'aventurer dans ce domaine, sous peine de se voir retirer l'autorisation de converser avec les officiers du bord. Seulement, ce Corvadoro était immensément riche. C'est ce qui se disait autour des tables de jeu à la cour. Selon la rumeur, il possédait à Venise un palais donnant sur le Grand Canal et plusieurs villas en terre ferme dont il tirait une rente considérable. Il avait financé plus de la moitié de l'expédition et couvert tous les frais supplémentaires depuis le départ du vaisseau. Et voilà que cet homme à la fois précieux et détestable avait trouvé le moyen de se faire prendre en otage. Le commandant, une fois au large, froissa en boule la petite note avant de l'envoyer d'une pichenette par-dessus bord. Ce bout de papier ne contenait que 2 phrases. « Cédez pour l'instant, nous attendrons avec confiance. » La chaloupe erra un bout de temps avant de retrouver le Neptune. Mais on finit par entendre la cloche qui sonnait le quart et on put enfin se diriger à coup sûr vers son mouillage. Sigonier de Chauvry était d'avis qu'il fallait au moins attendre une éclaircie pour lever l'ancre. Claude Voiturin pensait qu'on devait au contraire repartir immédiatement à la recherche de Corvadoro. Le commandant hésita sur la conduite à tenir. De peur de trop disperser ses forces et pour disposer de tous ses canons et de la réserve de poudre, il décida de faire remorquer le vaisseau en l'arrimant aux 2 chaloupes et de remonter ainsi la baie jusqu'à l'Anse, où étaient détenus Corvadoro et l'Indien. Le Neptune, longeant précautionneusement la côte, arriva sur les lieux où s'était produit l'enlèvement. Le commandant y débarqua. Il ne restait que ces cahutes misérables, même les chiens avaient disparu. Les sauvages avaient plus de 5 jours d'avance. Un 3e canot fut mis à l'eau, une petite annexe qui ne comprenait que 3 bancs de nage et qu'on n'utilisait d'ordinaire que pour des liaisons de vaisseau à vaisseau. À sa tête, un matelot sondait les fonds. Cela se faisait en laissant tomber un poids de plomb enduit de suif retenu par une corde à nœuds. Lorsque la corde à laquelle il était suspendu se relâchait, on savait que le poids avait touché le fond, et il suffisait en remontant de compter les nœuds pour calculer la profondeur. Si on trouvait de la vase ou du sable pris dans le suif, on pouvait même connaître la nature de ce fond invisible. Derrière, attachés, les 2 chaloupes dans lesquelles l'équipage se relayait à la rame, et enfin le Neptune portant ses voiles inutiles, qui ressemblaient à un gros insecte renversé sur le dos et tiré par 3 fourmis dans un bol de lait. Tout cela se traînait à un train d'escargots, les voies descendant et remontant l'attelage à intervalles réguliers, imprimait à l'ensemble une progression par à-coups, rythmée par les annonces du sondeur et les ordres du pilote qui lui répondait, encourageant les hommes cramponnés à leur aviron. 10 brasses de fond, sable noir, souquet, 7 brasses de fond, sable noir, souquet, 5 brasses de fond, rocher, gare à talonner, vire, bâbord, virer, bâbord, souquet, 8 brasses de fond, sable noir, souquet, 12 brasses de fond, souquet. Au soir du 6e jour, le commandant fit jeter l'ancre à proximité du promontoire rocheux et partit en reconnaissance. La plupart des instruments de navigation n'étaient d'aucune utilité, mais il tenait à lever la carte de cette terre naufragée dans la brume en se fiant à la boussole et au relevé de sonde, quitte à laisser des pointillés et des zones vierges sur le papier. Sigonier de Chauvry apportait les observations faites de son côté. C'était une carte hésitante, un bredouillis
de cartes avec des ajouts et des ratures de dernière minute. Cette progression en aveugle, jointe au froid mordant et aux incertitudes concernant la perte du savant, sapait peu à peu le moral de l'équipage. Certains soupçonnaient l'Indien d'être à l'origine des ennuis du Neptune. Après tout, c'est lui qui avait vu la voile en premier. C'est encore lui qui était à la tête de la chaloupe pendant la rencontre avec les hommes, à deux bouches. Et comme par hasard, il s'était retrouvé séparé avec Corvadoro lors du débarquement sur l'Anse aux chiens. Le Bosco répondait de sa loyauté et prônait sa défense dès que la discussion s'envenimait. Claude Voiturin, le jeune dessinateur, en faisait autant. Un portrait ne trompe pas, dit-il, et j'ai eu cette Angèle plus d'une heure en face de moi pour le dessiner, sans déceler dans son regard ni dans son attitude une once de dissimulation. Le 6e jour, le brouillard se déchira dans la matinée, révélant par lambeaux une côte couverte de forêt, agrippée à des pentes rocheuses et abruptes. La sonde fut bientôt inutile, elle n'atteignait plus les fonds. Par 2 fois, un roulement de tonnerre étouffé fit se dresser les têtes. Il fut suivi d'un frémissement de la surface des eaux. Soudain, parcourus d'ondes rapides et contrariées, les chaloupes dansèrent un moment, des plaisanteries fusèrent sur les bancs des matelots, contents de trouver enfin un peu d'animation. Mais les rires cessèrent, car on entendit des ricanements sinistres leur répondre, et certains matelots affirmèrent avoir aperçu dans une demi-brume des silhouettes d'hommes à 2 bouches courir sur la bande rocheuse, longée à tribord. Puis le calme blanc revint. À 2 heures de l'après-midi, le commandant convia le Bosco, Voiturin et Signoret de Chauvry à un petit conseil. Ce qu'il avait vu de la côte ne l'inclinait pas à l'optimisme. Sa forme très découpée et semée d'îles était un véritable labyrinthe. Comment être sûr d'avoir pris la bonne direction? Quant à longer la côte elle-même, cela pouvait prendre des semaines à cette vitesse et encore, que pouvait dire qu'on ne manquerait pas l'entrée d'un détroit en la prenant par un simple bras de mer? Il y avait de quoi se perdre des dizaines de fois. On entendit à nouveau le grondement sans parvenir à déterminer s'il venait des profondeurs marines, de la couverture nuageuse ou de la terre invisible. Sigonier de Chauvry proposa de continuer encore pendant 4 ou 5 jours, après quoi vaudrait mieux rechercher un mouillage sûr, s'établir et se résigner à passer l'hiver. Le commandant était parvenu aux mêmes conclusions, même si la perspective d'un hivernage dans ces parages abandonnés ne le réjouissait guère. Environ 1 heure après la fin du conseil, alors que la brume consentait à se disperser à nouveau, un bouillonnement agita brusquement la mer, suivi d'un fracas de planches brisées. Le canot de tête bondit, la quille en l'air, au-dessus des vagues. On vit qu'il chevauchait littéralement le dos d'une baleine. L'animal, ayant soulevé l'esquif à 10 pieds au-dessus des vagues, s'en débarrassa d'une secousse en plein vol. Le corps tordu en lame de faux, puis retomba de tout son poids dans une énorme éclaboussure. Il vira sur la surface et réapparut presque aussitôt. Son mufle, taillé pour donner des coups de bélier, cachait de puissantes mâchoires. Il percuta le canot et le coupa en 2, éparpillant les morceaux du bordé comme de vulgaires échardes. Et quand il replongea, on s'aperçut avec horreur qu'il emportait entre les dents le matelot chargé de la sonde, ses compagnons ayant déjà disparu parmi les débris dispersés çà et là. L'eau tout autour continuait de bouillonner. Elle était maintenant sillonnée par une dizaine de nageoires qui se rapprochaient dangereusement. Les 2 autres chaloupes chahutées étaient embêtées par le câbleau qui les attachait au vaisseau. En 3 coups de hache, elles en furent libérées. On récupéra un homme qui surnageait en s'aidant des planches flottantes. Les autres se trouvaient au milieu des baleines qui en faisaient un carnage. La première chaloupe vient se ranger contre le flanc du vaisseau. Son équipage grimpa en toute hâte à l'échelle pendant que la seconde arrivait. Les matelots de cette dernière eurent à peine le temps de passer d'un bord à l'autre qu'elle explosa presque sous leurs pieds, pulvérisée par une nouvelle attaque. Emporté par son élan, l'animal plongea sous la coque du vaisseau et cracha un long jet de vapeur en ressortant sur le bord opposé, à moins d'une encablure. Ce court répit fut mis à profit par l'équipe du Bosco pour hisser la chaloupe rescapée à l'aide de palans. Les baleines se regroupèrent, elles avaient tous
tout le corps semé de taches comme le sont les panthères et les léopards, et par la suite il n'en fut plus question que sous le nom de baleine léopard, nom que leur attribua cigognier de chauverie. Elles pouvaient, en réunissant leurs forces, parvenir à couler le navire. Pour l'heure, elles croisaient en soufflant par leur évent de véritables geysers. Devant ce danger imminent, le commandant fit ouvrir les sabords et ordonna de charger les 5 canons à mitraille. La première salve, trop courte, ne fit que soulever des gerbes d'eau sans inquiéter le troupeau. Une deuxième salve, en touchant 2 ou 3 dont le sang se répandit en flaques, mais au lieu de la débandade attendue, le reste des baleines tueuses revint achever les survivantes en se disputant leurs dépouilles si près que les éclaboussures du combat retombaient en averse sur le pont du Neptune. Il fallut une troisième salve à bout portant pour les chasser définitivement. Après cet épisode, Louis-Antoine de Carteris décida qu'on n'avait pas d'autre solution que d'abandonner Corvadoro à son sort. Il ne restait qu'une chaloupe, on ne pouvait pas se permettre de la séparer du Neptune. Il faudrait plus d'une semaine aux charpentiers pour reconstruire une autre en supposant qu'on puisse repêcher des débris. Et pendant la nuit qui suivit, on entendit encore les grondements tonner quelque part sous la voûte nuageuse à intervalles espacés. Fin du chapitre 9, Angèle l'Indien blanc de François Place. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Merci, bonne journée.